C'est-à-dire jusqu'à ce que Dionne Warwick s'avance. Une femme avec une voix qui pouvait imposer le silence dans n'importe quelle pièce, une présence façonnée par des années d'applaudissements et de chagrin, et des yeux qui en avaient trop vu pour encore faire semblant. Elle n'a pas rompu son silence pour attirer l'attention, ni pour retrouver une renommée qu'elle avait déjà gagnée 10 fois. Elle parlait parce que quelque chose en elle, une douleur qui ne la quittait jamais, lui disait qu'il était temps. Il était temps de prononcer le nom qu'elle avait jadis promis de garder enfermé dans la chambre la plus silencieuse de sa mémoire. Ce nom était Karen Carpenter. Karen, l'ange à la voix comme la brume matinale, douce et douloureuse, belle et meurtrie, une voix qui chantait l'amour alors que son propre cœur restait meurtri par une solitude qu'aucun projecteur ne pouvait chasser. Par une nuit pluvieuse de 1971, leurs chemins se sont croisés dans le lieu le plus banal. Une petite salle des coulisses de New York, du genre avec de la peinture écaillée, du café tiède et des miroirs qui disent un peu trop bien la vérité. Karen était recroquevillée dans un coin, enveloppée dans un manteau trop fin pour le temps. Son show s'était terminé plus tôt, interrompu après une discrète crise de panique dans les coulisses. Une crise que personne n'avait vue parce qu'elle était devenue si douée pour les cacher. Dionne venait de rentrer d'une longue tournée en Europe, le corps encore usé, l'âme un peu effilochée. Mais quelque chose la fit s'arrêter lorsqu'elle aperçut Karen. Ce n'était pas de l'admiration, ce n'était pas de la curiosité, c'était une reconnaissance. J'avais déjà vu ce look, a déclaré Dionne plus tard à Rolling Stone dans une interview rare et d'une honnêteté envoûtante. Je l'ai vu dans le miroir en 1967, quand j'étais prêt à m'éloigner de tout. Karen n'a pas pleuré, elle ne s'est pas effondrée et n'a pas tendu la main. Elle n'en avait pas besoin. Son silence en disait long sur ce que Dionne avait déjà compris. La douleur n'était pas forte, c'était lent, délibéré, une érosion de soi. Il n'y a pas eu de grande présentation ce soir-là, pas de salutation de célébrité, pas de caméra, pas de fanfare. Dionne lui tendit simplement une tasse d'eau chaude. Karen leva les yeux, hocha la tête une fois en guise de remerciement, et cela, d'une manière ou d'une autre, était suffisant. De quoi entamer une relation qui ne serait jamais publique, qui ne serait jamais posée pour un magazine, mais qui finirait par tout signifier dans l'ombre de leur vie privée. Ce n'était pas une amitié au sens conventionnel du terme. Il n'y avait pas de fête, pas de photos, mais quelque chose de sacré a commencé cette nuit-là. Un fil tranquille entre deux femmes qui savaient ce que signifiait avoir l'impression de disparaître tandis que le monde applaudissait et souriait autour de vous. Ils ont commencé à s'écrire. Des lettres manuscrites, transmises par les managers et les assistants, arrivant souvent en retard, parfois déchirées sur les bords. Les premières notes de Karen furent prudentes et brèves. Une ligne ou deux demandant comment allait Dionne, un compliment sur sa voix. Mais au fil du temps, les lettres se sont approfondies, devenues plus vulnérables. C'est devenu un endroit où Karen pouvait admettre ce qu'elle n'avait jamais dit à haute voix. Parfois, je chante, lit-on dans une lettre, et je ne me souviens même pas de la chanson. La foule applaudit. Je souris. Mais à l'intérieur, je ne ressens rien, si vide que j'entende le bruit de mon propre cœur qui se brise. Dionne n'a jamais répondu avec pitié. Elle connaissait le poison de la gentillesse performative dans leur secteur, où l'empathie n'était souvent qu'un outil de plus pour faire la une des journaux. Elle n'a pas écrit pour réconforter Karen avec des clichés. Elle lui a écrit pour lui rappeler qu'elle n'était pas invisible. Que quelqu'un l'a vue, je l'ai vraiment vue. Karen Carpenter n'a jamais été faible. C'est ce que les gens n'ont jamais compris. Elle menait une guerre silencieuse contre elle-même, sans demander à personne de la secourir, sans jamais faire de scène. Dans un monde qui exigeait la perfection et punissait la vulnérabilité, elle restait debout aussi longtemps qu'elle le pouvait. Trop longtemps. Peut-être. Certains disaient qu'elle n'avait pas de véritables amis dans l'industrie, qu'elle gardait trop de choses pour elle, évitait des conflits, restait à l'écart des fêtes et des scandales. Mais ils avaient tort. Elle avait une amie, calm, distant, stable, une bouée de sauvetage silencieuse nommée Dionne. Et parfois, une seule bouée de sauvetage suffit pour amener quelqu'un un peu plus loin qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Mais Dionne était différente. Elle n'était pas comme les autres, des managers, des producteurs, des connaissances qui tournaient autour de Karen comme des ombres. Elle était la seule à qui Karen osait dire sa vérité, la seule à se sentir suffisamment en sécurité pour voir les véritables fissures derrière l'image soignée. Une nuit de 1972, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Karen et, sans avertissement, elle est apparue à la porte de la chambre d'hôtel de Dionne à Los Angeles. Elle n'a pas frappé timidement ni appelé à l'avance. Elle restait là, frêle, épuisée,
les yeux lourds de quelque chose qui allait bien au-delà de la fatigue. Elle n'a pas parlé. Elle n'était pas obligée. Elle entra, ôta doucement ses chaussures et s'assit sur le bord du lit, comme si la gravité était devenue trop lourde à supporter. « Pouvez-vous me chanter quelque chose » murmura-t-elle. C'était tout. Dionne n'a pas posé de questions. Elle hocha simplement la tête, s'assit en face d'elle et commença à chanter. La chanson qu'elle a choisie était « Walk on by », une ballade enveloppée de chagrin, de force et d'acceptation silencieuse. Alors que la note finale dérivait dans le silence, Karen ne pleura pas. Elle n'a pas parlé. Son corps tremblait simplement, les épaules serrées, les mains serrées sur ses genoux, comme pour retenir un cri trop vieux pour être entendu. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé, se souvient plus tard Dionne, lors d'une entrevue, parce que parfois, le simple fait que quelqu'un reste, juste assez longtemps, c'est ce qui te sauve. Dans cette atmosphère stérile et sous haute pression, le monde impitoyable de la renommée et de l'image, Dionne est devenu le point d'ancrage dont Karen avait désespérément besoin. Pas un sauveur, pas un réparateur, juste quelqu'un qui a écouté et qui ne s'est jamais détourné. Parfois, Dionne glissait une courte note manuscrite dans le courrier. Rien de grandiose, juste quelques lignes remplies d'une chaleur tranquille. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé. Ou, l'obscurité n'est pas seulement un endroit où se cacher, c'est parfois l'endroit où les cris les plus forts ne sont pas entendus. Parce que la douleur de Karen n'était pas simple. Il ne s'agissait pas seulement d'être une star sous pression. Elle vivait dans une prison invisible, construite non pas par des étrangers, mais par ses proches. Sa famille, en particulier sa mère, Agnes Carpenter, avait, sans le savoir, forgé les barreaux. Agnès n'a jamais été cruelle comme on l'attend. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas rabaissé. Mais son silence, sa froide désapprobation ont gravé Karen plus profondément que n'importe quelle insulte ne pourrait jamais le faire. Elle n'était pas du genre à crier, a dit un jour Dionne. Elle était froide, réticente. Karen, même lorsqu'elle était au sommet du monde, n'était encore qu'une petite fille désespérée que sa mère la regarde et lui dise « Je suis fière de toi », mais cela n'est jamais venu. Ainsi, Karen appelait Dionne, toujours tard dans la nuit, lorsque le monde était devenu silencieux. Elle n'a jamais commencé ses appels avec ses fardeaux. Au lieu de cela, elle a parlé de choses ordinaires, une nouvelle chanson sur laquelle elle travaillait, les fleurs envoyées par les fans dans les coulisses, une séance photo à venir. Mais finalement, sa voix finirait par devenir quelque chose de fragile. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute vraiment chanter, a-t-elle dit un jour. Au début, Dionne pensait qu'elle plaisantait, mais ensuite vint le silence. Et dans ce silence, la vérité pesait lourdement. Karen Carpenter n'a jamais eu le droit d'être fatiguée, jamais autorisée à être fragile, jamais autorisée à dire « assez ». Chaque sourire était répété, chaque geste poli, chaque once de poids qu'elle gagnait ou perdait devenait l'intérêt du public. La plus grande pression ne venait même pas d'étrangers, mais de la seule personne qui partageait la scène avec elle. Son frère, Richard. Alors que Karen voulait seulement chanter, ressentir, respirer, Richard voulait la perfection. Chaque rythme, chaque harmonie, chaque calorie devait être calculée. Il surveillait tout, son image, ses repas, sa garde-robe, et même sa respiration sur scène. Même ma respiration devait être rythmée. A écrit Karen dans une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Dionne a gardé cette lettre, soigneusement pliée dans un livre de poèmes que Karen lui avait offert un jour. À cette époque, Karen ne se contentait pas de se produire sur scène. Elle jouait dans la vie. Chaque instant sous les projecteurs était une nouvelle bataille pour sortir son esprit du bord. Le public ne l'a jamais vu, mais Dionne l'a fait. Elle l'a toujours fait. Mais personne ne l'a vu, car tout le monde était trop occupé à profiter de sa voix angélique. Karen ne mangeait pas comme une personne normale. Elle a commencé à contrôler ses portions, en les réduisant petit à petit, jusqu'à ce qu'elle survive avec de l'eau et quelques tranches de fruits chaque jour. Et pourtant, elle devait jouer, enregistrer. Lors d'une tournée au Japon, elle s'est effondrée juste après avoir chanté Superstar, mais a dû continuer dès le lendemain, car le contrat ne prévoyait pas de retard. Dionne se souvient d'un appel téléphonique de Tokyo, au cours duquel Karen lui avait chuchoté « Ma sœur, j'ai l'impression que mon corps se mange tout seul. » Dionne a versé des larmes en racontant cela. Elle a déclaré « Je n'avais jamais entendu personne dire cela, jusqu'à ce que Karen le fasse. Et le pire, c'est que je savais qu'elle n'exagérait pas. Aucun médecin à l'époque ne comprenait vraiment que l'anorexie mentale était une maladie mortelle. En fait, ils ont même félicité Karen pour sa perte de poids efficace
et pour avoir maintenu une bonne silhouette pour son image publique. La médecine elle-même est devenue une partie de ce qui l'a tuée, parce que personne ne croyait qu'elle avait besoin d'être sauvée. Lors d'un concert à Chicago, Dionne est venue voir Karen jouer en secret sans avertissement, et elle a dû retenir ses larmes tout au long du spectacle. Karen était si mince que sa robe de scène glissait de son épaule lorsqu'elle s'inclinait. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le micro. Ses jambes vacillaient légèrement. Pourtant, elle gardait le sourire. Après le spectacle, Dionne est allée dans les coulisses. Karen était assise par terre, les cernes sous les yeux, la peau glacée. « As-tu mangé quelque chose ?» demanda Dionne. Karen s'arrête, sans croiser les yeux de Dionne. Une demi-tranche de pain et une menthe poivrée. « Je dois garder mon estomac léger pour pouvoir chanter ce soir. » Et le plus déchirant, c'est qu'elle a dit cela comme si c'était tout à fait normal. Dionne a essayé. Elle a envoyé à Karen une liste de thérapeutes et lui a organisé une rencontre privée dans un centre de bien-être mental à Santa Barbara. Karen a hoché la tête, puis a annulé à la dernière minute parce que « Ma mère a dit que si je suivais une thérapie, toute la famille perdrait la face. » Karen a vécu dans un cycle toxique. Le public l'aimait, mais seulement lorsqu'elle chantait comme un ange. Sa famille l'a gardée proche, mais ne l'a jamais vraiment aimée en tant que personne. Et elle-même ne savait plus qui elle était. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas, ne rêvait pas. Elle a seulement joué. C'est comme si je vivais hors de mon corps. On dirait une marionnette en bois. Belle, delicate, facile à briser. Mais plus moi, a déclaré Karen. Lors d'une visite à Dionne dans le New Jersey, Karen s'est effondrée sur le canapé, retenant ses larmes. « Si un jour je ne suis plus là, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens m'appeler une icône, » a demandé Dionne. « Alors comment veux-tu qu'on t'appelle » Karen a simplement répondu par un mot. « Humain. » C'est à ce moment-là que Dionne a compris que Karen avait dépassé le seuil de la douleur, au point qu'elle ne pouvait plus le libérer. Et ce sont ces secrets que Dionne gardait enfouis, qui la hantaient encore aujourd'hui. Dionne a un jour confronté la propre famille de Karen dans le but de la sauver, et le résultat lui a laissé toute une vie de regrets. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Jusqu'à maintenant, la vérité, personne n'osait la dire. J'ai essayé de la sauver, a déclaré Dionne Warwick non pas en larmes, mais d'une voix si calme qu'elle a fait froid dans le dos. Parce que derrière ces 4 mots apparemment simples se cachait une confrontation silencieuse avec tout un système, une famille, une industrie, des médias et des préjugés sociétaux. En 1978, Dionne se rend directement au studio où Karen enregistre. Après avoir reçu un appel téléphonique qui l'a secoué, Karen a déclaré, sa voix faible et brisée, « Ma sœur, je ne ressens plus rien. Je mange, mais je ne peux pas goûter. Je chante, mais je ne m'entends pas. J'ai l'impression de disparaître. » Lorsque Dionne est arrivé, il lui a fallu quelques instants pour reconnaître Karen. Sa peau était pâle comme du papier, ses bras pas plus épais qu'un poignet d'enfant, ses yeux ternes comme si son âme avait déjà quitté son corps. Dionne n'a pas attendu une seconde de plus. Elle a appelé un médecin privé, a fixé un rendez-vous pour admettre Karen dans un centre de réadaptation nutritionnelle et lui a proposé de couvrir tous les frais. Mais dès qu'elle sortit du studio, Richard Carpenter l'attendait déjà. « Vous n'avez aucun droit. » C'est la première chose qu'il a dite. Pas de salutation. « Non merci. » Dionne n'a pas reculé. Elle a répondu, « Si votre sœur décède dans les 2 prochaines années, je ne garderai pas le silence. » Mais Richard a seulement serré les lèvres, puis a dit quelque chose dont Dionne se souviendrait pour le reste de sa vie. Karen est une artiste. Elle n'a pas besoin d'un ami. Elle a besoin d'entretenir son image. Entretenir son image? Lorsque Dionne a raconté cette conversation, toute la salle d'entretien est devenue silencieuse. Parce que tout le monde l'a compris. Dans l'industrie du divertissement, l'image pouvait être valorisée avant la vie elle-même. Mais dans cette mesure, cela dépassait l'entendement. Et c'est à ce moment-là que Dionne a réalisé. Je combattais une machine, et Karen en faisait partie depuis trop longtemps pour se libérer. Après la confrontation avec Richard Carpenter, Dionne a perdu le contact avec Karen. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, Dionne a reçu une lettre anonyme, non signée, envoyée directement à son domicile. Il ne contenait qu'une seule ligne. Restez en dehors des affaires des charpentiers. Dionne a compris ce message mieux que quiconque. Mais elle savait aussi que Karen n'avait jamais vraiment le choix. C'était quelqu'un qui était obligé d'acquiescer dans un monde où la désobéissance signifiait l'élimination. Dionne est restée silencieuse. Mais le silence ne signifiait pas capitulation. 3 mois plus tard, elle revit Karen une nuit d'automne en 1980, lorsque Karen apparut sur le pas de sa porte, mince, échevelée,
les yeux aussi ternes que de l'eau laissée trop longtemps stagnante. Tu sais, je ne sens plus l'automne. Je marche sous les feuilles qui tombent et tout ce que je ressens, c'est froid. Cette phrase a hanté Dionne pendant la décennie suivante. Parce que pour Karen, quelqu'un de si sensible autrefois qu'elle pouvait écrire de la musique inspirée par la couleur du ciel après la pluie, l'incapacité de sentir la saison était le signe final que son âme commençait à s'effacer. Dionne est resté en contact avec Karen, lui organisant discrètement une visite chez un médecin dans le Connecticut, sans que personne ne le sache. Ils ne se rencontraient que la nuit, dans une voiture garée sous les arbres. Karen, tremblante, a déclaré « S'ils découvrent que je reçois de l'aide, ils annuleront ma tournée. » Personne ne pouvait imaginer que Karen Carpenter, la voix qui a enchanté le monde entier, doive s'enfuir pour consulter un médecin comme une criminelle en fuite. En novembre 1982, Karen vient une dernière fois à Dionne. Elle venait de réemménager dans sa propre maison après un divorce. Elle a apporté une cassette et l'a placée dans la main de Dionne. « Gardez ça. S'il m'arrive quelque chose, vous saurez quoi faire. » Dionne n'a jamais révélé ce qu'il y avait sur cette cassette, pas jusqu'à maintenant. Et il y a une phrase que Dionne a dit qu'elle n'avait jamais osé dire en public jusqu'à présent. « Ils m'aimaient, mais ils aimaient une version de moi à laquelle je ne pouvais pas survivre. » Dans une récente interview, elle a finalement admis qu'il s'agissait d'un aveu. Un journal vocal enregistré. Karen a parlé du fait qu'elle avait été forcée de se produire même après s'être évanouie dans les coulisses. De la façon dont son médecin personnel avait été licencié juste pour lui avoir conseillé de se reposer, et des nuits où elle devait jeûner selon un horaire fixé par sa direction. Personne n'osait parler de ces choses-là, parce qu'il y avait trop de pouvoir en jeu. Mais après 40 ans, Dionne a choisi de prendre la parole. Karen n'est pas morte de maladie. Elle est morte lentement tuée par le silence. Cette cassette n'a toujours jamais été rendue publique. Dionne a déclaré « Je veux être entendue au bon moment, lorsque les gens seront suffisamment mûrs pour comprendre que l'industrie musicale a autrefois détruit un ange juste pour préserver une illusion parfaite. Mais ce qui fait le plus pleurer les gens, ce ne sont pas les secrets. » C'est ainsi que Dionne a tenu sa dernière promesse. Une promesse qui ne nécessitait ni contrat ni serment, mais qui était gravée dans son cœur. Que lorsque le monde aurait oublié Karen, Dionne serait celle qui dirait la vérité. La promesse finale. Plusieurs années après le décès de Karen Carpenter, Dionne Warwick garde toujours une chaise vide à côté d'elle dans le studio d'enregistrement. Ce n'est pas par superstition ou pour un effet dramatique, juste une habitude de se souvenir de l'ami qui n'a jamais eu la chance de vieillir. Celui à qui elle a promis un jour « Je ne te laisserai pas disparaître comme si tu n'avais jamais existé ». Dionne n'a jamais dit au revoir à Karen. Lors des funérailles, elle était assise au dernier rang, tranquillement, loin des caméras. Pas par évitement, mais parce qu'elle savait qu'il ne voyait que Karen l'artiste. Mais moi, j'ai pleuré pour Karen. Mon ami? Pendant plus de 4 décennies, Dionne Warwick a gardé le contenu de la cassette sous clé, rangé tranquillement dans un tiroir à côté de son piano, enveloppé dans un tissu de soie délavé. Non pas parce qu'elle avait peur de ce qu'il contenait ou de ce qu'il pourrait susciter chez les autres, mais parce qu'elle croyait que certaines vérités, si elles étaient révélées trop tôt, susciteraient non pas de compassion, mais plutôt des malentendus. Et Karen Carpenter méritait plus que ça. Elle méritait d'être comprise, et non d'être démantelée par les gros titres ou réduite à une tragédie. Alors Dionne a attendu. Elle attendait un monde qui pourrait un jour devenir un peu plus doux. Un monde moins obsédé par la perfection, moins cruel envers la fragilité. Un monde prêt à regarder au-delà de l'image chatoyante d'une pop star et à voir véritablement la jeune femme qui sommeille en elle, celle qui est écrasée non pas par l'échec, mais par les choses mêmes qui lui ont valu le succès. Sa perfection, son silence, sa douceur. Dans une récente interview, lorsqu'un animateur aux yeux calmes s'est penché en avant et a demandé « Si vous pouviez revoir Karen, juste une fois de plus, que diriez-vous » Dionne fait une pause. Elle n'a pas pleuré, pas visiblement, mais sa voix tremblait très légèrement, comme si elle tenait la main d'un souvenir. « Je dirais, je suis désolé de ne pas t'avoir sorti de là plus tôt, » murmura-t-elle. « Mais j'ai tenu ma promesse. Tu n'as pas été oublié. Tu es toujours aimé, pour qui tu étais vraiment. » Et puis, presque après coup, Dionne a partagé quelque chose que le public n'avait jamais entendu. Il y a des années, dans la solitude de son propre studio, elle a enregistré une chanson qui n'est jamais sortie. Une composition privée intitulée The Sound You Left Behind. Juste la voix de Dionne et un piano. Aucune orchestration. Pas de chœur. Pas de montée vers un point culminant dramatique. Juste une chanson calme. Une lettre d'amour.
À un ami? Jusqu'à un instant. À quelqu'un qui est parti, mais qui n'a jamais vraiment disparu. La chanson n'a été jouée qu'une seule fois, lors d'une réunion commémorative privée organisée dans un petit studio de New York. Pas de scène, pas de lumière, pas de presse. Seulement 20 personnes, des amis qui avaient connu Karen, la connaissaient vraiment, et portaient sa mémoire comme une braise fragile à travers les années. Ce soir-là, alors que Dionne jouait la chanson, pas un seul mot n'a été prononcé dans la pièce. Il n'y avait que de la musique et la douleur du souvenir. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire du décès de Karen, Dionne libère son calendrier de soirée. Pas de spectacle, pas de dîner, aucun appel. Elle s'assoit seule près de la fenêtre, tamise les lumières et joue We've Only Begun. Pas comme une performance, mais comme un rituel, une conversation, un calme qui traverse le temps. C'est comme ça que je lui ai fait savoir que je suis toujours là, a déclaré Dionne. Je ne suis jamais parti. Karen a dit un jour à Dionne, lors d'un de ses appels téléphoniques fragiles de fin de soirée, « Si un jour je disparais, ne les laissez pas se souvenir de moi pour ma maigreur, qu'ils se souviennent de moi pour la façon dont j'aimais la musique. » Et Dionne a tenu cette promesse. Elle n'a pas présenté l'histoire de Karen dans les talk-shows. Je ne l'ai pas incluse dans les chapitres de mémoire conçus pour le drame. Elle ne parlait d'elle que dans de petits moments significatifs. Quand l'air était calme et les cœurs ouverts, elle a gardé Karen dans les pauses tranquilles de sa vie, dans une note manuscrite, une pince à cheveux en plastique bleu, une lettre pliée qui sentait encore légèrement la lavande, et cette cassette qui n'avait jamais connu la lumière du jour. Pour Dionne, Karen n'est jamais vraiment partie. Elle a survécu, dans les voix de jeunes artistes qui chantaient avec douceur plutôt que spectacle, dans les doux silences entre les paroles, dans l'honnêteté douloureuse de quelqu'un essayant de maintenir le tout ensemble. Et surtout, elle vivait dans le cœur de Dionne, comme un vœu muet mais durable. Karen Carpenter est partie, mais la tendresse qu'elle portait, la solitude qu'elle a endurée, la musique qu'elle donnait et l'amitié qu'elle offrait, tout cela perdure dans la mémoire de Dionne. À travers la chanson jamais sortie, elle met encore de côté la nuit, année après année. Parfois, même un mot tardif devient le plus beau des cadeaux. Si vous avez déjà entendu la voix de Karen et l'avez sentie s'installer dans votre poitrine comme une douce pluie, si vous avez déjà été incompris, ou si vous avez dû sourire alors que vous vous effondriez intérieurement, alors vous comprenez déjà, cette histoire ne concerne pas seulement Karen. Il s'agit de nous tous. Si vous avez déjà dû vous rétrécir pour vous adapter aux attentes de quelqu'un d'autre, si vous avez déjà désiré être aimé sans avoir besoin d'être parfait, si vous vous êtes déjà senti comme une fille au cœur tendre dans un monde dur, alors écoutez ceci, vous n'êtes pas seul. Et si la voix de Karen a déjà fait sentir votre cœur visible, tenez-le bien, que cela vous rappelle que parfois, même après que tout s'estompe, ce qui reste, c'est l'amour, calm, durable, invisible, mais réel. Parce que la musique n'est pas qu'un son. Parfois, c'est une bouée de sauvetage. Et pour ceux qui écoutent encore, qui ressentent encore, qui s'en soucient encore, cela peut garder quelqu'un en vie longtemps après la fin de sa dernière chanson. Si votre cœur s'est ému à l'instant, laissez un commentaire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul. Que cet espace soit un lieu non seulement pour se souvenir, mais aussi pour ressentir, pour se connecter, pour vraiment comprendre.